Bon, je suis de retour. Dans ce live, je vais aborder des questions qu'on m'a posées en rapport avec l'astrologie relationnelle. Okay? L'astrologie relationnelle est l'astrologie qui étudie les relations. On a des outils pour étudier les relations. Le premier, celui que j'ai abordé jusqu'ici dans le dossier, c'est la synastrie. La synastrie est une superposition de thèmes astro. Et donc, quand on superpose les thèmes, on voit quels sont les points de contact, quels sont les codes astrologiques de part et d'autre qui sont en contact, est-ce qu'ils sont plutôt compatibles, pas, comment échangent et quelles sont les synergies entre les deux personnes. L'astrologie relationnelle étudie tout type de relations, même si on préfère l'utiliser pour les relations sentimentales, mais toute relation, par exemple une relation de partenariat business, peut s'étudier parfaitement avec l'astrologie relationnelle. Les synastries sont super intéressantes quand on les fait dans le milieu familial. Quand on fait des synastries entre les parents, les enfants, etc., on comprend énormément de choses. C'est super intéressant. Il ne faut pas limiter l'astrologie relationnelle aux relations sentimentales, même si je comprends parfaitement que les relations sentimentales, c'est celles qui nous interpellent le plus fortement parce que c'est les relations les plus complexes. Dans la relation sentimentale, il y a toutes les couches relationnelles qui viennent se rejoindre. La couche émotionnelle, la couche affective, la couche sexuelle. La relation sentimentale est complexe. Et complexe comme le cycle Vénus-Mars duquel je me prépare à te parler également. Mais bon, ne mélangeons pas les sujets. Dans ce live, je vais répondre à 4 questions. Première question, comment interpréter une maison 7 en bélier avec Mars bélier en maison 7? Quelles indications cela donne-t-il sur le type de partenaire idéal et le lieu où l'on pourrait le rencontrer? Merci de m'avoir posé cette question. Ça ne donne aucune information sur le type de partenaire idéal. Les filles et les garçons, s'il vous plaît, je fais la guerre à l'astrologie vide de sens, mainstream et merdique. Ça me fatigue de plus en plus. Il n'y a pas de partenaire idéal. Il n'y a pas. Il y a une voie de connaissance que toi, tu t'engages à suivre dans ta vie. Et dans cette voie de connaissance, il y a des parties de toi que tu ne connais pas nécessairement et que ton expérience incarnée sur Terre va te permettre de comprendre. Et qu'en te comprenant toi-même, tu vas avoir accès à comprendre le cosmos, presque, j'ai envie de te dire. C'est un travail de connaissance de toi. Dans ce sens-là, les différents codes de ta carte vont te parler de comment tu es et l'énergie que tu cultives dans ce rapport. Donc, le fait d'être, quel est mon partenaire idéal, te limite dans ton exploration. Ça te limite. Ça limite l'invitation à ce que tu expérimentes dans tous les sens possibles. Il n'y a pas de partenaire idéal. Il n'y a pas. Il y a des partenaires qui vont te permettre de te connaître toi. Et dans ta connaissance de toi, découvrir des parties de toi que tu ne connaissais pas, faire remonter des blessures soit que tu ne leur avais pas donné l'importance suffisante, soit que tu avais enfoui sous terre en te disant que le temps réglerait ça, soit que que c'était le moment que ça sorte pour que tu t'en occupes. Dans ce processus-là, tu vas trouver des personnes qui vont te permettre aussi de te réconcilier avec toi-même, de découvrir de chouettes choses de toi. Une maison 7 en bélier parle d'une personne qui va projeter une énergie de courage, de détermination, agressive aussi, très physique aussi. Donc, il est fort probable que la personne avec une maison 7 en bélier tombe dans des relations qui vont lui permettre de voir ça en elle. Où est cette énergie bélier en moi? Comment je l'exprime? Non? Et c'est sûr que plus la personne sera consciente de soi-même, plus elle aura fait un travail de connaissance de soi, etc., plus elle va pouvoir profiter
de ses partenaires qui viendront, parce qu'en plus, les partenaires, on ne parle pas que dans la maison 7 de partenaires sentimentaux, hein, on est d'accord. J'ai dit tout à l'heure, les relations, c'est toutes les relations. Et dans la maison 7, on a les meilleurs amis. Dans la maison 7, on a les futurs associés, on a les collaborateurs, on a les clients. Les clients importants sont en maison 7. On a les binômes au boulot. Tu sais, la personne avec laquelle tu travailles là, main dans la main, avec qui tu fais les projets, etc., etc. Tout ça, c'est dans la maison 7. Il y a aussi les ennemis, les personnes qui viennent te casser les burnes. Pourquoi? Pour que tu fasses ton travail. Parce que tu es en train de projeter en elle l'énergie de ta maison 7 et de toutes les personnes que tu auras dedans. Enfin, personnage, présence, quoi. Donc, imagine-toi une maison 6, pardon, 7 en bélier avec un Mars là. Ah, c'est une personne guerrière. C'est une personne qui va particulièrement apprécier les relations de physicalité avec l'autre, où elle va quelque part chercher ces rapports un peu de compète, dynamique, tu vois. Une personne avec une maison 7 en bélier et un Mars là-dedans n'est pas là pour viens, on va se foutre sur le canapé et sous la petite laine à manger des pizzas et regarder Netflix à longueur de journée, 24 heures d'ici la fin de nos vies. Il pète un câble. Il pète un câble. Ça lui va pas du tout. Je pense d'ailleurs qu'elle n'attirera pas beaucoup de personnes comme ça. Et si elle les attire, ce sera pour travailler ponctuellement autre chose. Et next, tu vois. Donc, il n'y a pas d'indication sur le type de partenaire idéal. Il y a des indications sur l'énergie qui, toi, te fait du bien dans tes rapports. Et ce que tu vas chercher, ce que tu potentiellement, tu peux recevoir de l'autre, que tu peux estimer être comme un truc agressif contre toi, mais qui en fait ne fait partie que de comprendre les polarités de cette énergie. Parce que toute énergie a des polarités. Nous apprenons par le contraste. Donc forcément que si tu as bélier en 7, eh bien tu vas avoir peut-être des relations où, je ne sais pas, sortir courir avec un copain, ça va être super chouette et tu vas te régaler. Relations sexuelles avec le partenaire, avec ce Mars en bélier, je pense que ça doit être super chouette aussi. Mais il va y avoir aussi des luttes de pouvoir, il va y avoir aussi des agressivités verbales, parce que tu viens ici expérimenter, tu viens pas ici vivre un film de Hollywood de 1h30, tu viens vivre une vie entière. Et dans ton expérimentation, tu peux pas en rester un an, moi je veux juste que le beau. Non, vis aussi les différentes nuances dans le spectre. Donc plus tu as d'éléments dans ta maison 7 ou dans n'importe quelle maison, plus tu vas avoir de spectres à explorer. C'est pour ça que quand vous me dites « Ah non, j'ai pas de trucs dans la maison, il va rien se passer », je te dis « Non, mais tu es presque content de ne pas avoir de trucs dans la maison, parce que ça veut dire que tu vas te la couler un peu plus douce dans ce secteur-là. » Donc voilà. Partenaire idéal, moi je pense que si tu vois sur voyanceastro.fr, tu vas trouver ce type d'information. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout l'astrologie que je pratique et je t'encourage à ce que tu arrêtes de te laisser déterminer et de laisser déterminer les choix de ta vie par des informations de basse qualité comme ça. Et le lieu où on pourrait le rencontrer, c'est encore pire, quoi. Non, pas de lieu où on pourrait le rencontrer. Prends des initiatives actives. Tu as Mars et enfin, je ne sais pas si c'est toi qui a, mais si la personne qui a Mars en bélier en maison 7, qu'elle prenne des initiatives actives. Parce qu'elle ne sait pas où elle va trouver. C'est en étant courageux et en prenant l'initiative active qu'il va se passer des choses et que lui ou elle va sentir de la satisfaction dans les affaires de cette maison. En gros, c'est ça. J'espère que ça répond à ta question. Qu'en est-il de Jupiter conjoint Lilith en synastrie? Ça, c'est un code complexe. Lilith, c'est un code complexe. Je sais, et regarde, ça va me permettre un tout petit peu de répondre un peu, parce que je ne vais pas nécessairement aborder Lilith, mais je vais aborder les codes d'ombre. La deuxième question qu'on me posait était les aspects de Vénus-Pluton en synastrie. Tu parles souvent du côté d'ombre, n'y a-t-il pas un côté lumineux?
C'est Pluton. C'est Pluton. Tu vois, il y a quatre codes d'ombre, de passé, de conditionnement, de fort conditionnement émotionnel dans le thème. 4. Pluton, la Lune, le nœud sud et Lilith. Ensuite, il y a d'autres codes dans le thème qui peuvent être dans l'ombre parce que tu ne les as pas travaillés, tu ne les as pas ramenés à la conscience et tu les subis. Ces codes-là peuvent être, si tu veux, un peu en mauvais état cosmique, c'est-à-dire ils ne font que des aspects de tension et qui mettent sous énormément de pression ton code. Et donc ça peut s'exprimer de façon un peu ou très maladroite. Même si on n'est pas en train de parler de code d'ombre dans le thème, il y a des configurations astrales qui peuvent faire ressortir une expression très maladroite et peu lumineuse d'un code en particulier. Mais s'il y a 4 codes d'ombre, c'est ces 4-là que je viens de te dire. Pluton, Lune, Lilith et le nœud sud. Et qu'est-ce que ça veut dire, les codes d'ombre? Eh bien, ça va vouloir dire que forcément, tu vas devoir vivre des initiations pour avoir accès à la lumière. Il va falloir traverser là des trucs, moi je les appelle initiations, toi tu peux les appeler nuit noire de l'âme, ou je ne sais pas, en métaphysique avancée on les appelle cataclysmes. Tu devras goûter à l'ombre de ce code pour pouvoir faire sortir la lumière. Et il n'y a pas d'autre voie. Si on te dit qu'il y a une autre voie, c'est faux. Des 4 dont je viens de te parler, les 2 dont les gens prennent de temps en temps, ou de plus, les gens en général, hein, qui ne font pas nécessairement un travail sur eux, etc., etc., Lune et nœud sud peuvent arriver à faire des prises de conscience de non, c'est vrai, avec ma Lune en taureau, je suis vraiment en train de chercher toujours mon confort, je suis un peu égoïste, ou avec ma Lune en balance, je suis dans une codépendance relationnelle, ou avec ma Lune en bélier, je suis une rentre-dedans, à chaque fois que je suis de mauvaise humeur, je rentre dedans tout le monde, ou avec ma Lune en Scorpion, je ne fais que broyer du noir et je plombe le moral à tout le monde, et en plus je suis hyper parano quand je vais pas bien. Tu vois, ce genre de prise de conscience, les gens peuvent les faire sans nécessairement du travail sur soi. Parce que, bon, voilà, la Lune. Mais tu sais que, ça c'est un truc que je vous ai dit très souvent et je vous le redis. Un de mes premiers profs en astro m'a dit, une Lune non travaillée bloque le thème complet. On n'a pas accès aux autres planètes tant que la Lune n'a pas été vraiment dépassée. Une Lune te bloque le thème astral complet. Il y a des personnes qui meurent après 75 ou 80 ans de vie et ne sont pas sortis de leur mécanisme lunaire. Je te l'assure. Donc imagine, la Lune à côté de Pluton, à côté de Lilith. Non, mais c'est un tout petit peu c'est notre enfant lunaire, allez, chut. À côté de ça, Lilith, à côté de ça, Pluton, comment je te l'explique? Donc, quand on me dit, ah non, mais moi, ma Lilith, je la super méga kiffe, moi je sais, cette personne, elle n'a pas fait ses initiations. Cette personne, elle n'a pas fait ses initiations. Parce que quand tu as fait ton initiation Lilith, tu la kiffes moyennement, tu la respectes. Tu dis, ok, je fais avec et je suis plutôt attentif ou attentive parce que je connais la noirceur de ce code qui en elle-même porte la noirceur. Elle porte la noirceur. Donc du coup, du moment où Lilith est illuminée, c'est plus Lilith. C'est plus Lilith. Maintenant, toi, tu peux vivre un processus de maîtrise de ce code lumineux. Ça, tu peux. Mais Lilith, elle n'est pas lumineuse. Elle n'est pas lumineuse. Pas du tout. Elle a toutes les caractéristiques de la tentation. Toutes les caractéristiques de la tentation à un niveau métaphysique. C'est-à-dire celles qui te font tomber dans la déchéance de conscience. Celles qui te font chuter en conscience. Tu vois? Elle a tout pour le faire. Pluton aussi. Après, tout dépend où sont placés ces codes dans ton thème. Il y a des fois où Pluton et Lilith, ils sont,
tu vois, comment te dire, dans une position de peu d'importance ou dans une maison qui a un très bas impact ou en relation avec des codes qui les encadrent bien et donc voilà. Mais sinon comme ça dans l'absolu, alors la question qu'elle me posait, cette personne, elle me l'a posée parce qu'elle me disait mais moi je ne vois pas du tout le côté d'ombre plutonien avec Vénus. Et moi je disais ok, donc ça veut dire que tu n'as pas fait encore tes initiations, ça ne t'est pas encore arrivé. Et il y a une tendance en spiritualité, et nous sommes tous concernés parce que vous consommez cette information, donc ça vous intéresse. J'en ai déjà parlé du bypass, et d'ailleurs je vais me le noter avec mon stylo saturnin, que je ne t'ai pas montré. Il est trop beau. Donc le bypass spirituel, je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo il y a plusieurs années. Et il est super important à considérer, surtout dans ces temps qui courent, parce qu'avec l'entrée de Jupiter en Poisson, la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, tout le climat Poisson que nous allons vivre de plus en plus intensément, il faut être attentif à quand on est en train de se contourner spirituellement, quand on est en train de se raconter des trucs, tu vois. Genre, par exemple, en rapport avec ce que je t'expliquais tout à l'heure de l'échelle de conscience de Hawkins et comment tu peux t'emmener à vibrer, à élever ta fréquence vibratoire. Toi, tu as deux options. Soit j'en prends conscience, et donc dans cette prise de conscience, je m'observe, je remarque quand je ne suis pas en train d'aller bien, et consciemment, je fais le nécessaire pour tester des voies qui me sortent de cet état de fréquence vibratoire. Soit tu fais semblant avec la phrase « fake it till you make it », et positivisme toxique de « non, c'est bon, j'ai compris, je suis en train de vibrer trop là ». Non, ça c'est du bypass spirituel. Ça c'est du positivisme toxique. Il y a un travail à faire de conscience. Un travail d'affaire de conscience et un travail qui va supposer un effort. Un effort qui ne va pas être nécessairement agréable à faire. Mais comme je te disais tout à l'heure, dans ce travail de sublimer tes codes de noirceur, tu peux le vivre, le processus, de façon très lumineuse. Tu peux le vivre de façon dignifiante. Tu peux le vivre de façon respectueuse de toi, sans te contourner émotionnellement ou spirituellement, tu vois, que tu te racontes des trucs genre « non, mais si je pense pas à ça » ou « non, mais si je fais semblant », non, pour que tout le monde le croie alors que j'arrive chez moi et je me sens dans la misérabilité la plus profonde. Ça, c'est du bypass spirituel. Ça, c'est ne pas faire les initiations. Faire ton shadow work. Faire ton shadow work, ça veut dire aussi, je fais l'effort. Et quand c'est dur, je ne dis pas, je ne peux pas faire ça, c'est l'horreur, c'est bon, je vais mettre mon masque, je vais ressortir en société pour faire semblant, et comme ça, au moins, les autres croiront que je vais bien, même si moi, je suis complètement déprimée et j'ai juste envie de me suicider. Mais non, c'est difficile. Ces codes, Pluton, le nœud sud, bon, la Lune, elle est difficile, mais une fois qu'on la gère, les filles, les garçons, on a déjà appris à gérer la Lune avec Saturne. Vous vous rendez compte que c'est pas si difficile que ça. Qu'une fois que tu as compris la mécanique et tout, tu arrives à plutôt pas mal gérer. Ok, next level, le nœud sud. Bon, le nœud sud, marchons vers le nœud nord, tu vois. Et regardons de temps en temps le nœud sud. Voilà, c'est la façon de travailler les codes. Pluton, Lilith. Donc voilà quoi, c'est difficile. C'est difficile, il y a des couches de conditionnement, nettoyer ces couches de conditionnement met en porte-à-faux notre ego, et notre ego, il aime tout sauf ça. Il y a donc cette petite initiation à faire où on se rend compte ensuite, bon petite, je le dis pour être gentille hein, et mignonne, mais il y a des fois où elle n'est pas du tout petite, elle est grosse. Et si toi, tu as eu une grosse initiation à faire avec un de tes codes d'ombre, eh bien, ça veut dire que c'était important, que ça fait partie de ton travail évolutif. Tu t'es engagé à faire ça au cours de cette vie. Donc bon, juste pour terminer cette question, les aspects Vénus-Pluton en synastrie, le côté sombre, quel est le côté sombre? Lutte de pouvoir, domination, jalousie extrême, possessivité, violence. Violence. Quel est le côté lumineux? Le côté lumineux, c'est ce que toi, tu apprends de ça. Et comment par la suite, tu peux soit modifier le type de rapport si le rapport n'a pas explosé entre-temps, parce que
souvent c'est le cas, soit choisir de faire autrement dans les rapports à venir. Parce que les épreuves vont se présenter à toi, tu vois. La personne plutonienne, si toi tu as un truc à régler, Vénus-Pluton, va se présenter à toi à nouveau. Et le samsara, la roue du karma, non. Mais justement, ça sert à ça. Ça sert à voir et dire, ah ok. Et c'est là que tu commences à avoir le côté lumineux. Mais c'est pas tant que le côté lumineux va rayonner dans la relation si toi t'as pas fait ton travail d'initiation. Ça va être plutôt toi qui va te dire, mais j'ai réussi quand même à dépasser ça. Je peux, enfin c'est une sensation de puissance intérieure que je ne peux même pas t'expliquer. En plus, moi, je suis concernée par les aspects Pluton, Vénus en sénatrice, donc ça me parle trop parce que c'est mon vécu, en plus des personnes que j'accompagne. Voilà, ben, j'espère que ça répond à la question. Annick dit, je confirme 3 codes d'ombre en maison 7, expérience forte initiatique. C'est clair. Et Anne, ascendant dernier degré vierge et l'autre ascendant premier degré balance. Du coup, signe et maison des deux pareils, quand on superpose la carte, ça veut dire quelque chose? Oui, bien sûr que ça veut dire, ça joue, ça veut dire déjà de une, que vous allez à un niveau, parce que quand on étudie une synastrie, et ça je l'ai expliqué dans les leçons, bien dans le détail, quand on étudie une synastrie, la première chose à faire, c'est créer un lien avec les deux cartes, c'est-à-dire tu les étudies séparément, tu les regardes séparément, tu découvres les codes séparément, et dans le dossier de l'astrologie relationnelle, il y a toute une section où je donne des codes pour aller piocher l'info d'un côté et de l'autre avant de superposer les cartes. Ça veut dire principalement, de ces deux personnes-là, je ne sais pas si c'est toi qui es concerné, que les deux personnes vont vivre déjà les transits en même temps. C'est-à-dire quand il y a un transit lourd pour la personne A, en maison 2 par exemple, la personne B va être en train de le vivre en maison 2 aussi. Et ceci, tu vas me dire, mais c'est bon ou c'est mauvais? Parce que je sais, les filles, je vous connais, malgré le fait que je vous ai fait tout le discours de la première question, vous allez me poser la même question. Bon, je te réponds. Ce n'est ni bon ni mauvais. Ce n'est ni bon ni mauvais. Ça peut renforcer le rapport, ça peut vraiment aider aux deux personnes à se dépasser elles-mêmes, à mieux se connaître, etc., etc. Ou ça peut vous faire exploser en plein vol. Ça va dépendre de la qualité de vous que vous êtes en mesure d'apporter à ce rapport, qui va dépendre de la qualité de vous que vous auriez cultivé avant d'entamer ce rapport, mais aussi de ce que vous acceptez de faire comme travail en vous au fur et à mesure que le rapport avance. Parce que ça ne veut pas dire qu'un rapport, à un moment donné, ça commence à partir en cacahuète, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de dépasser ça. J'en suis la preuve. Donc voilà, j'ai testé pour toi et je te le dis. C'est possible que tu commences un super rapport, qu'à un moment donné, quand les égos et les conditionnements commencent vraiment à clasher, ça commence à partir en cacahuète et que tu puisses faire un travail d'humilité important en toi pour dépasser ça avec beaucoup de travail, hein, parce que ça m'est même arrivé que l'autre m'a dit « Oui, mais moi j'ai trop peur, je ne sais pas si je veux m'engager à faire ce travail. » Il faut respecter. Bon, finalement, il a décidé qu'il allait le faire et voilà, on a pu dépasser le truc. Mais voilà, c'est possible, c'est possible. Du moment où toi, tu choisis de faire le changement intérieur et tu dis, cette initiation, je la prends et je la traverse avec dignité et avec courage. Et même si c'est difficile, que j'en chie et que je transpire et que par moments, je me repose, je respire, je souffle, j'y vais et j'y vais et j'y vais. Et tu peux le faire. Ce type de coïncidence, c'est le genre de configuration qui va venir peut-être mettre au défi la relation. Et sinon, comme ça, à première vue, eh bien, il peut y avoir comme une sensation de « putain, je me sens trop bien avec l'autre ». Non, parce que les caractéristiques des signes qui colorent chacune de vos maisons sont les mêmes. Donc voilà, on pense comme pareil, on a comme beaucoup d'affinités, etc. Ce qui est super chouette au début du rapport. Mais il n'y a pas que le début du rapport, on est d'accord. Voilà. Anne, merci, c'est mon fils et sa copine, je leur ai dessiné leurs cartes et on a aperçu ça. Oui, bien sûr, il y a d'autres codes et leurs expériences de vie qu'ils vont vivre. Oui, donc bon, il y a certainement cette sensation de familiarité, de putain, je m'entends trop bien, de ah ben moi je suis comme ça et l'autre naturellement il est comme ça. Et ça, ben, ça fait toujours du bien dans un rapport.
surtout au début. Ok, je continue. Si tous les axes sont conjoints en synastrie, qu'est-ce que cela peut impliquer? Bon, je viens d'en parler. Donc, niveau axe, c'est la structure fondamentale du thème. Donc, les personnes sont superficiellement et au premier abord raccord sur plein de choses, sauf que vont venir les défis, et les défis viendront, les filles et les garçons, je vous le dis, personne n'est venu ici pour se la couler douce jusqu'à la fin de sa vie. Ça fait partie de ce qu'on est venu faire, apprendre à nous connaître, développer le discernement et plein d'autres vertus merveilleuses. Et donc, quand les défis viendront, un transit lourd sur le descendant, les deux personnes sont impliquées, tu vois. L'avantage quand tu n'as pas ce type de configuration, c'est que l'autre se bouffe un transit de merde dans sa maison, sur le descendant, et commence peut-être à avoir de sérieux doutes sur la relation. Qu'est-ce que je fous ici? Non, je sais pas, par exemple, Uranus qui vient le secouer dans tous les sens. Il connaît une autre personne qui est tellement différente de celle avec qui il est depuis des années et des années, et grosse remise en question, et je ne sais pas si je veux ça et tout. Bon. Si l'autre personne, elle est plus sereine, elle n'est pas touchée par ce transit, là, il y a comme un point de solidité qui peut s'utiliser dans le rapport pour traverser cette difficulté, non? Mais si les deux ont l'angle au même endroit, ce descendant va être transité par Uranus, par exemple, pour suivre mon exemple, au même moment, va vivre ça ensemble. Explosion en plein vol dans la plupart des cas. À moins que ces personnes décident, ah ok, on est en train de vivre un sale moment, mais nous, on a quand même une conscience de tous les autres aspects auxquels on tient dans ce rapport et tout ce que ça a représenté pour nous, parce qu'on a quand même une conscience, etc., etc. Et donc, on va aller chercher de l'aide pour vivre mieux tout ça, mais on est d'accord que c'est rare. C'est pour ça que je parle souvent du côté d'ombre. Parce que le travail de conscience n'est pas un truc qui est là de façon régulière. Moi, je sais que parce que vous vous êtes intéressé par le développement personnel et la spiritualité, l'astrologie, vous avez peut-être tendance à penser que dans l'esprit de tout le monde, il y a ça, mais non, je te le dis, moi, je travaille avec des gens nouveaux toutes les semaines, et encore, ces personnes-là viennent me demander de l'aide, tu vois, mais quand elles me parlent d'anecdotes avec leur famille et tout ça, non, on n'est pas tous dans cette démarche de conscience, hein. Donc, voilà. Okay. Combien de degrés d'orbe on considère pour les aspects en synastrie? Tout dépend des planètes impliquées, mais ça je l'ai expliqué dans le dossier. Donc ça va dépendre. Le Soleil normalement et la Lune ont des orbes plus larges, les planètes plus lentes, des orbes plus serrés. Si on est en train de parler de points invisibles comme le vertex, le VSP et tout ça, encore moins. Voilà. Élise dit, nos lunes éclairent respectivement nos ascendants, moi Gémeaux et l'autre Scorpion. Ok, ça c'est super intéressant aussi. Et ça c'est aussi un code d'affinité avec l'autre et de compréhension. Tu vois, la personne ascendant, elle se sent super comprise par la personne lune, et la personne lune aussi. Elle a comme des affects qui grandissent pour la personne ascendant. Et là, après, les relations évoluent et les carences, parce que la carence lunaire, elle est là, ben, elles deviennent évidentes, et il faut savoir utiliser les autres points lumineux du thème pour transiter ces défis et ces initiations en relation. Que donnerait le nœud nord d'un partenaire en maison 7 donc, partenaire A le nœud nord en maison 7 du partenaire B. Ces configurations où on a les nœuds dans la maison des relations, par exemple, ou conjoints à des luminaires de la personne, sont des relations de type contrat karmique. Hein. Là, c'est un des codes où toi, tu sais que la personne, elle est venue faire un travail d'apprentissage. Concrètement, quand il y a le nœud nord dans la maison 7 de l'autre, c'est que la personne nœud nord va venir faire un pas évolutif important, ou plusieurs, va venir avancer dans son travail évolutif karmique grâce au travail, à la relation avec l'autre personne, au travers de la relation, quelle que soit la qualité de ce rapport.
quelle que soit la qualité de ce rapport, parce qu'on a tendance à penser, et ça c'est très enfantin aussi, que si le rapport s'est bien passé, ben, ça m'a servi pour évoluer, et si le rapport c'était de la merde, ça me sert pas à évoluer. Et, ben non, tout dépend de ce que toi tu choisis de faire avec cette information après. Ou pendant, parce que comme je te dis, ce n'est pas parce que le rapport il est mal parti à un moment donné qu'il est mort et que c'est la chute. Non, tu peux le redresser, tu peux te prendre en charge, etc., etc. Et même quand un rapport est en train de tourner un peu roussi et que tu es dans cette incompréhension, hein, tu vois, parce et ça nous arrive, putain, mais j'ai mon nœud nord dans sa maison 7, comment ça se peut, c'est l'horreur et tout. Oui, mais prends le temps de faire de l'introspection. Fais-toi aider par une personne, assis-toi et donne du temps à cette situation pour que tu puisses correctement la décrypter, que tu comprennes comment tu peux avancer. Mais c'est sûr que si tu as le nœud nord dans sa maison 7, c'est sûr qu'il y a là un accord entre vous deux, de vous rencontrer, de faire un truc évolutif qui lui va l'inspirer également. Et ça va lui permettre de se connaître dans les affaires de sa maison 7, qui sont les affaires de projection. Ma lune noire est conjointe à son chiron et mon chiron est conjointe à sa lune noire un casse-tête. Et ça, c'est encore un code super difficile. Ça, c'est des initiations de très très haut niveau. Il faut mettre beaucoup d'amour dans cette relation parce que c'est tout sauf anodin que vous soyez tombés l'un sur l'autre. Hein. Ce n'est pas comme ça, mais tiens, quel hasard avec les deux chirons et les deux Lilith en conjonction, enfin... Non, mais beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, savoir se soutenir aussi. Quand l'autre pète un câble, qu'il y ait toujours quelqu'un qui garde la conscience, et quand l'autre pète un câble de putain, on va pas s'en sortir, c'est trop douloureux parce que Chiron ou Lilith, enfin voilà, toujours être que l'un au moins soit en mesure de dire mon chéri, ma chérie, on est en train d'apprendre à s'aimer. On est en train d'apprendre à s'aimer et c'est pas facile parce qu'on a des conditionnements, parce que comme l'autre puisse te l'entendre, hein, parce que si l'autre il est fan d'astro comme toi, tu vas pouvoir lui parler de Chiron et de Lilith. Mais si l'autre il n'est pas nécessairement fan d'astro, il comprend rien, il peut comprendre qu'on répète des schémas du passé, Lilith, schéma du passé, sur, conditionnement du passé, sur, et que ces schémas ils sont en train de jouer négativement dans le rapport et que ce n'est pas facile de les traverser parce que c'est nos points de repère. Tu vois, c'est des apprentissages émotionnels qu'on a acquis et avec lesquels on a avancé très longtemps. Donc, va te secouer ça? Non. Alors, bien sûr que en astrologie, nous avons la chance qu'en regardant les codes, on peut gratter un peu plus loin que juste le côté psychologique. C'est pour ça qu'une psychologue avec qui je travaille, elle me dit, mais c'est tellement fascinant parce que ça aide tellement. Carla, et elle me dit souvent, elle me dit, mais c'est un truc super fascinant, comment ça fait avancer très rapidement à un niveau analyse psychologique quand on connaît les codes astrologiques, parce que ça te dit, c'est dans ce sens-là. Tu vois, Lilith, c'est pas la lune. La lune, c'est l'enfant lunaire. La lune, c'est s'il te plaît, aime-moi, tu vois. Et j'ai peur de tout et je veux pas que tu m'abandonnes. Lilith, c'est beaucoup plus complexe que ça. Lilith, c'est une forte colère intérieure. Lilith, c'est quelque chose qu'on s'est engagé à dépasser avec beaucoup de courage par rapport à de très forts conditionnements familiaux qui viennent par lignée féminine et qui nous font très peur. Mais c'est pour ça qu'en nous existe cette fascination et ce mépris en même temps qui est très difficile de concilier. Et donc c'est pour ça qu'on se auto-sabote, par exemple, très fortement avec Lilith. Voilà, mais s'il n'y a pas conscience de ça, va vivre un rapport comme ça, ben bien sûr que non, c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est trop douloureux. Et malheureusement, les personnes, quand elles ne savent pas, terminent par se séparer très méchamment et garder une très très désagréable expérience en tête, alors que bah, c'était une initiation, une de très très haut niveau. Bon, je ne sais pas si ça t'a servi à quelque chose, Enki. De Pluton en conjonction et de Neptune, c'est puissant et transformateur. Bah, tout dépend de si toi tu veux transformer. Et si tu veux lui mettre de la puissance, ça peut être très destructif aussi. Parce que bon, clairement, ces personnes sont de la même génération.
Hein, sinon, elles n'auraient pas Pluton et Neptune dans le même signe et dans le même degré. Et tout dépend, on va voir plutôt la place des Plutons, s'ils sont en lien avec des planètes, des luminaires ou des planètes personnelles, s'il est dans une position dominante ou qui, si l'un d'entre eux là, si nous sommes face à deux Plutoniens ou plutôt à deux Neptuniens, si pas du tout, et Pluton et Neptune sont plutôt comme ça perdus, dans ce cas-là, l'initiation, elle prendra longtemps à se faire si jamais elle se fait, hein, parce qu'il y a des personnes qui, jamais de leur vie, vivent un transit à Pluton. Sauf le carré à Pluton natal. Et pareil avec Neptune. Donc, tu vois, on ne vit pas tous les mêmes transits et tout ça sont des choses qu'on regarde dans le thème. Avec des aspects tendus Lune-Pluton, ben oui. Alors, s'il y a des aspects tendus Lune-Pluton, je ne sais pas qui d'entre vous a les aspects tendus Lune-Pluton, mais celui-là, il est plus sensible à l'énergie Pluton et donc au transit de Pluton. Gros travail en perspective. C'est ça. AG Carotte, nos deux lunes sont opposées, son nord est conjoint à ma Lilith, mon Pluton est carré à sa Vénus. Ok, attends, lune opposée, nord conjoint à sa Lilith, Pluton carré à sa Vénus. Ok, bon, mais toi tu sais ça, AG Carotte, toi tu sais ça. Tu peux aussi comprendre qu'à un moment donné, quand émane de toi ta Lilith, et notre Lilith, elle émane de nous, même si on veut l'enfermer dans le placard, parce qu'elle nous fait peur, bien sûr, et qu'on ne sait pas la gérer, c'est quoi cette histoire, comment des énergies aussi contradictoires peuvent vivre en moi. Hein. Bon, donc voilà, donc à un moment donné, ça pète un câble, et ça peut le faire flipper dans tous les sens, par exemple. Et entre vous, eh bien, il doit y avoir une très très forte énergie sexuelle, certainement très plaisante, très, très agréable, très électrique, parce que Vénus, carré Pluton, c'est high level sexuel, mais tout ce qui va avec aussi. Les luttes de pouvoir à basse ou haute intensité, le vouloir contrôler l'autre, la violence. Bon, après, il faudrait voir les autres codes, mais attention, ça peut être une violence verbale, mais ça peut être aussi une violence émotionnelle et par moment, en fonction de où se trouvent vos Mars, etc., aussi de la violence physique, hein, qui peut être aussi quelque part sublimée à travers la sexualité. Emski, merci, il est ouvert à l'astro et la psycho, ça facilite les échanges forcément. Ben oui, c'est super. Ça va te permettre de discuter avec lui. Et d'atteindre un autre niveau, non seulement de compréhension, mais d'accompagnement, parce que c'est tellement chouette, les filles et les garçons, quand vous arrivez à la relation, et franchement, je vous le dis, c'est pas un truc que tu arrives en 2 minutes comme ça, ah bon, c'est bon, en 6 mois de voir un thérapeute, on est arrivé, non, il y a des fois où il faut beaucoup de travail, et même une fois que tu as fait le tour chez le thérapeute, et le thérapeute a dit, bon, ben moi, je peux plus faire pour vous, et bien voilà, tu pars tout seul, et tu continues à investir dans ce rapport si toi tu veux vraiment. Enfin, après attention parce que j'ai aussi parlé dans l'astrologie relationnelle, les red flags et le bad burn et le burn-out relationnel, j'en ai parlé aussi. Et il y a des fois où on reste là par bypass spirituel et émotionnel et relationnel. J'ai peur de rester toute seule, donc je reste avec quelqu'un qui me maltraite, qui n'a strictement aucun respect de ma personne, enfin blablabla, j'en ai déjà parlé là-bas. Et là, on est en train de se faire du mal. Ça c'est encore le discernement, c'est que, écoutez les filles et les garçons, si tu investis dans le développement du discernement, je pense que tu es très bien parti pour résoudre et gérer beaucoup de difficultés dans ta vie. Parce que avoir le discernement de dire, ok, cette relation réellement, au-delà de mes conditionnements, est-ce que je me connais, est-ce que je sais où est ma lune, où ils sont mes points d'obscurité, est-ce que je suis en train de savoir vraiment les gérer et les maîtriser, est-ce que je ne suis pas dans cette relation victime de mes codes d'obscurité, victime de mes conditionnements émotionnels. Donc là, ok. Si oui, extrais-toi de ça. Parce que tu es en train de te faire du mal et tu vas tomber dans du burn-out relationnel qui est très difficile à récupérer. Il n'est pas impossible, mais putain, ça prend du boulot. Sinon, si toi tu es, non, là je me rends compte que la relation me défie, mais je tiens quand même à cette relation. Pourquoi? Parce que l'autre a des valeurs
qui sont très importantes pour moi et il me les démontre constamment et je peux me rendre compte que il y a des moments où c'est moi qui va provoquer le truc et tout parce que ben voilà, on n'est pas des saints, ouais, chacun participe au truc. Donc voilà, il faut savoir faire cette analyse-là. Il faut savoir faire cette analyse. En synastrie, Lilith conjoint Lune dans les deux thèmes. Processus initiatique fort, mais harmonique. Je pense qu'il doit y avoir d'autres. C'est pas l'harmonie ne vient pas de ces signatures. Hein. Il doit y avoir autre chose dans le thème. Lilith A en Vierge, Lune de B en Vierge au même degré et Lilith de B en Poisson et Lune de A en Poisson. Et voilà le travail. Oui, mais toi, tu dois avoir du soutien solaire, jupitérien. Vénus doit être en des aspects, ou Saturne plutôt, peut-être. Okay, parce que oui, il y a carrément, avec la configuration que tu nous as expliqué, il y a du boulot, mais s'il y a beaucoup d'harmonie, quand il y a Lilith dans le coin, c'est pas à Lilith qu'on lui remercie. Donc, mais on a des aides comme ça. Pour ça qu'on étudie un thème ou une synastrie, on regarde les récurrences. On regarde parce qu'il y a des fois où on voit des aspects super moches ici, mais on se dit oh my God, mais attends, je compte avec cette compétence-là. Il y a ce soutien-là, tu vois, beaucoup de points d'ombre dans de l'eau dans une synastrie, mais des points de terre très forts entre eux deux, par exemple. Tu vois, ça aide. Tu sais avec quoi tu peux faire pour gérer les défis que va représenter les codes d'ombre. Mon chéri a été abandonné à la naissance, dit Catherine. Il ne connaît pas son heure de naissance. Il y a un moyen de trouver ça. J'ai pu trouver les VSP, mais je ne peux pas aller bien loin pour le reste. Alors, il y a un service astrologique que moi, je ne fais plus depuis un moment parce que c'est très long et très chronophage. S'il tient vraiment, moi franchement, je me paierais ce service. Il est cher parce qu'il est très long et qu'il faut faire un travail conséquent, mais ça vaut le coup parce que te rectifier ton thème de naissance veut dire que tu sais que ça c'est ton thème de naissance. Sinon, on peut toujours travailler avec le thème solaire, soleil sur l'ascendant, et sinon on peut toujours travailler avec les thèmes au repos. C'est-à-dire sans ascendant, aucun des deux. On ne sait pas nécessairement les maisons, mais on voit les relations entre les planètes. Et ça, c'est aussi une façon de travailler. Et sinon, on peut faire un peu une rectification au pif. Alors, je sais que moi-même, je dis que connaître l'heure de naissance exacte est important pour avoir un thème précis. Mais c'est vrai que quand on parle d'astrologie personnelle et tout ça, c'est bien moins important que quand on parle par exemple d'astrologie horaire ou des trucs comme ça, où là, oui, tu as besoin d'une précision très précise. Mais voilà, pour commencer à te pencher sur le thème, que ce ne soit pas ça la raison qui te bloque et que tu dises « Ah, je ne peux pas aller au-delà » parce que tu peux travailler avec le thème au repos, avec la version solaire du thème aussi. Et tu peux aussi faire la rectification au pif. J'en discutais avec lui. Si toi, tu connais bien les codes astrologiques, franchement, quand tu connais ton chéri, tu te dis, il doit être un ascendant. Déjà, tu peux commencer par exemple par les éléments ou les modalités. Est-ce que tu vois ton chéri plus fixe? Est-ce que tu vois ton chéri plus mutable ou plus cardinal? Ça, c'est des trucs que tu vois. Une fois que tu as repéré la modalité, va dans les éléments. Est-ce qu'il est plus de feu? Tu vois, est-ce qu'il est plus dans l'entrain? Est-ce qu'il est plus mou et gna donc d'eau? Est-ce qu'il est plus dans les idées, blablabla, j'arrête pas de parler, les copains c'est important, le relationnel, et là c'est plus air, ou est-ce qu'il est plus terre, tu vois, costaud, et après tu fais ta combinaison parce qu'on a un seul signe cardinal de terre, un seul signe mutable de terre, tu vois, on n'a pas de signe répété, donc ça c'est une façon de faire la rectification du thème un peu au pif, mais ça marche. Et ça te donne au moins un repère de ah ok, je sais que son ascendant par exemple est en balance. Ok, déjà tu peux utiliser le système d'omification de whole signs qui sont un signe complet par maison
et tu l'appliques aux deux thèmes et tu fais ta synastrie avec ça. Bon, je ne sais pas si je suis en train de partir dans le très technique et je vous ai déjà perdu la moitié. Catherine, dis-moi si ça te sert. Merci beaucoup Milkaya, ça me sert beaucoup ce que tu dis. J'ai déjà identifié plein de codes et j'ai une idée, mais comme je ne suis pas astrologue, je ne suis pas sûre de moi, je continue l'exploration. Ben écoute, joue avec, trouver son ascendant. Et une fois que tu as son ascendant, tu peux faire les cartes dans AstroSeek, que je vous ai appris à utiliser ça sur l'espace éducatif dans les leçons d'architecte de ma vie. Et tu te fais les deux thèmes, le tien et le sien, dans l'option Whole Signs, signe entier. Bon, je te dis en anglais parce que le site il est en anglais. Whole Signs. Et là, oui, tu peux comparer les deux thèmes et là, ça va commencer à te parler, ça va te donner des outils. Mais vous voyez, il y a toujours moyen de contourner. Par contre, si on va faire un truc en astrologie horaire, là, oui, on peut pas jouer avec des écarts n'importe comment, c'est juste pas possible. J'ai perdu ma lune, 28 degrés poisson, opposée à son Pluton, 27 degrés vierge. Oula, ben là, il y a lune Pluton dans une synastrie. C'est je t'aime moi non plus. Le Pluton qui peut partir dans les bords de la cruauté à un moment donné, la Lune qui va avoir tendance à se victimiser, il peut se créer comment te dire, une dynamique là excès de égo plutonien et victime martyr lunaire. Tu peux l'exprimer comme ça et l'explorer, voir qu'est-ce que ça donne en vous et te rendre compte de choses. Et aussi, tu peux dépasser ça, où la lune, une fois qu'elle est bien travaillée, elle est capable d'offrir une empathie, un affect authentique et véritable, un soutien sans limite et encourager ce Pluton à ce qu'il accepte de se délester de certaines couches de l'ego et donc que la relation, elle se rapproche. Ça, c'est aussi possible. J'en ai fait la preuve, donc je te parle pas juste comme ça. Bon, dernière question, mon Dieu Seigneur. J'ai passé la moitié de ma journée ici aujourd'hui. Alors, la dernière question est concernant le vertex en synastrie. Est-ce qu'on peut prendre en compte la Vénus progressée d'un partenaire qui rejoindrait le vertex natal de l'autre? Et moi, j'ai envie de dire, il y a énormément d'autres codes à étudier dans un thème. C'est-à-dire que si tu es parti sur le vertex, c'est peut-être parce que tu ne vois pas qu'il y a d'autres attaches dans le thème possible. Je pense qu'il manque du travail là-dessus, parce qu'il y a toujours du travail. Et en arriver au vertex et aller pousser jusqu'à la Vénus progressée, par contre, un cas de figure où pour moi, Vénus progressée conjointe au vertex serait intéressante, c'est si au moment de la rencontre, quand ces deux personnes se rencontrent, cette Vénus progressée, elle est en train d'arriver au vertex de l'autre personne. Là, pour moi, ce serait un truc intéressant à explorer. Mais avant ça, je vais explorer la Vénus, je vais aller regarder le VSP, je vais aller regarder les luminaires, je vais regarder tous les autres cônes, parce que le vertex reste quand même un point fictif, si tu veux, un point mathématique, et que, comme moi, je pratique l'astrologie que je pratique, les corps et les luminaires donnent beaucoup plus d'indications substantielles, surtout en synastrie, quand on est en train de parler des luminaires et des planètes personnelles. Là, on peut très facilement comprendre le quotidien de cette relation, les potentiels, etc., etc. Et en plus, c'est super agréable parce qu'il y a souvent moins d'initiations dures avec le Soleil, avec la Vénus et avec le Mars. Et c'est quand on commence à rajouter les autres codes, la Lilith, les nœuds, le Pluton, que là, on commence à avoir d'autres complications. Mais voilà, si ce couple est depuis un moment ensemble et que la Vénus progressée est arrivée au vertex à un moment donné, ouais, enfin franchement, moi, avant de donner mon temps à ça, hein, parce que après, comme je lui disais, parce que je lui ai quand même répondu dans la plateforme, dans un commentaire sous son truc, mais un thème et une synastrie, tu peux l'explorer à l'infini.
Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques 10 jours plus ou moins, je parlais avec une de mes clientes au sujet de ces nœuds. Parce qu'elle me disait, ouais, parce que j'ai l'impression que je ne saisis pas très bien. Je lui ai dit, écoute-moi bien, ça fait des dizaines d'années que j'étudie mes nœuds. Je suis arrivée à l'astrologie presque au travers des nœuds. Ça me paraît fascinant, l'astrologie nodale. Je les ai étudiés sous toutes les coutures. J'ai lu tous les livres que tu puisses t'imaginer. J'ai fait des formations à gogo avec des gens de top niveau sur l'astrologie nodale. Tu peux croire qu'il y a même pas un mois, je suis en train de terminer une consultation avec une cliente, un rendez-vous astro. Au cours de la consultation, on a parlé de ces nœuds à eux qui ne sont pas du tout dans les mêmes signes ni dans les mêmes maisons que les miens. Et qu'en raccrochant, j'ai eu comme une illumination sur mes nœuds et sur un sujet sur lequel je travaille à un niveau personnel. Figure-toi! Donc, renonce un peu à vouloir tout saisir, tout d'un coup, tout nanana, parce que des choses, elles évoluent et que tu peux étudier à un niveau de couche et dans un spectre énorme ton thème. Alors, c'est vrai que, et pour terminer de répondre à cette question, si toi, cette synastrie, tu es en train de la découper dans tous les sens, bah oui, vas-y, explore ce vertex. Quand la Vénus progressée est venue faire exactement conjonction avec ce vertex et que si la relation existait déjà, que s'est-il passé dans la relation? Qu'est-ce que tu as observé, etc., etc. C'est là que ça devient intéressant et tu deviens un peu, comme je vous dis souvent, chercheur de toi, de comment tu exprimes les codes, etc., etc. Mais si tu viens de tomber sur le gars, tu es en train de regarder le thème et tu ne vois rien ou tu n'as pas donné suffisamment de travail aux autres codes et tu veux juste trouver une signification en vertex parce que tu as entendu par là-bas ou par-ci que c'est le code de la destinée en relation, c'est vraiment tiré par les cheveux avec la Vénus en progressée. Moi, c'est mon avis. Ok, Catherine, ok, je vais faire ça. N'hésite pas à me solliciter si tu as du mal à trouver dans AstroSeek comment on fait les cartes Whole Signs et je te fais un tuto par WhatsApp ou Telegram en 2 secondes. Ok? Ben écoutez, je pense avoir fait le tour des questions. J'espère que cette information vous aura été d'utilité. De mon côté, Edith, il y a déjà énormément de contenu et je me sens parfois dépassée quand tu en publies encore. Je sais. Ça aussi, j'essaye de le ménager parce que je sais que malgré le fait que je vous dis, mais ne vous inquiétez pas, vous le ferez quand vous aurez besoin, envie. Je sais que ça stresse certains, mais ne stressez pas, s'il vous plaît. Ne stressez pas. Le dossier, il va aller nulle part, il va rester là, il est à ta disposition, tu le feras quand tu pourras. Merci à toi, AG Carotte. Bon. Merci encore à tous de m'avoir accompagné quand même. Hein? Vous êtes tapé un gros live aujourd'hui. J'espère que ça vous a servi. Je vous souhaite un magnifique week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Catherine, tout ce que tu publies est riche et utile. Merci Milkaya. Merci à toi. Passe un joli week-end toi aussi. Merci pour ton enseignement précieux. Anna, merci à toi. Et Patricia, merci Milka. Belle journée à toi aussi. Merci beaucoup pour ce long partage, c'était passionnant. Je suis super contente que ça vous ait plu et que ça vous ait servi. Je vous fais un gros bisou. Reposez-vous bien ce week-end, les filles et les garçons. Et à la semaine prochaine. Bye bye.